dans l'espace des polynômes. Donc, on se place dans Rx. Et puis, on vous donne... pardon, il y a des étudiants qui arrivent. Donc, on se place dans l'espace des polynômes. Et puis, on vous donne combien? 1, 2, 3, 4. On vous donne 4 polynômes et on vous demande de montrer s'ils sont linéairement dépendants ou bien indépendants. Bon. Alors, le premier polynôme, c'est P1 égale 1 moins x2. C'est 2 plus x2. Ensuite, x moins x2. 1 plus x pour le quatrième. Et pour voir s'ils sont linéairement dépendants ou indépendants, on a vu jusqu'à présent deux méthodes. La méthode de la définition et puis la deuxième méthode, celle qui utilise l'échelonnement. Et on a dit que l'échelonnement, ça s'utilise, pour l'instant, ça s'utilise dans Rn, dans R2, dans R3, dans R4, etc. Donc, dans l'espace des polynômes, on n'a pas le choix. Donc là, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la définition. Alors, pour utiliser la définition, donc on va prendre des scalaires. Alors, voilà, on va prendre des scalaires. Je les ai appelés ici alpha, bêta, gamma, θ, ou alors lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda 4, appartenant à R, tels que, alors on va supposer donc que alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 plus θ T4 égale au polynôme nul, donc le zéro de l'espace des polynômes. Donc, quand on remplace chaque polynôme par sa valeur, on va avoir alpha fois 1 moins x2 plus etc. égale au polynôme nul. Alors, le polynôme nul, en fait, c'est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Alors, comme à gauche, le plus grand degré, c'est 2, ce qui fait que ici, on va considérer le polynôme nul comme étant égal à 0 plus 0 fois x plus 0 fois x2. Alors, si à gauche, le degré, c'était 3, donc il faut aller jusqu'à 0, x3, etc. Bon, donc ce qu'il faut faire, c'est ordonner ce polynôme-là, il faut l'ordonner correctement. Donc, il faut commencer par le coefficient qui n'a pas de x, ensuite x avec son coefficient, x2 avec son coefficient, donc c'est dans le but de l'équilibre. Oh, oui, je crois qu'il y a des élèves qui attendent. D'accord. Donc, alors, je continue donc. On va ordonner le polynôme, donc on va l'ordonner pour l'équilibre sous la forme A0 plus A1x plus A2x2. Donc voilà comment il va s'écrire. Et quand un polynôme est égal à un autre, par identification, ça signifie que le coefficient qui n'a pas de, comment dire, le coefficient constant est égal au coefficient constant. Le coefficient constant à gauche égale coefficient constant à droite. Le coefficient de x à gauche égale coefficient de x à droite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on identifie l'égalité de deux polynômes. Et donc, le coefficient constant, ça correspond à alpha plus 2 bêta plus θ. Donc, celui-là égale 0. Le coefficient de x, c'est gamma plus θ à gauche. Il va être égal au coefficient de x à droite, donc c'est égal à 0. Et le coefficient du x2, donc qui est moins alpha plus bêta moins gamma, égale à 0 aussi. Alors vous avez toujours, donc, je vous ai dit, ces histoires de combinaison, enfin quand on veut voir si des polynômes sont, ou là, quand on veut voir si des vecteurs sont linéairement indépendants ou bien dépendants, ben, on se ramène toujours à la résolution de systèmes linéaires. Donc on obtient un système. Et la résolution de ce système vous donne la valeur des constantes. Si les constantes sont toutes nulles, alors on va déduire que les vecteurs sont linéairement indépendants. S'il y a des constantes non nulles, donc les vecteurs sont liés.
Donc, on va résoudre ce système. Alors, par exemple, si vous regardez la 2, il n'y a que deux inconnus. Donc, on va exprimer une en fonction de l'autre. On obtient θ égale moins gamma, par exemple. On remplace dans la troisième, on remplace θ par sa valeur. Non, il n'y a pas de θ dans la troisième. Dans la troisième, on va tirer, par exemple, bêta. Alors, bêta, c'est alpha plus gamma. Et puis, dans la première, θ, on le remplace par moins gamma. Et puis, bêta par alpha plus gamma. Donc, on obtient ceci, si je ne me suis pas trompé. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. Alors, ce qui fait que 3 alpha plus gamma va être égal à 0. Donc, gamma égale moins 3 alpha. Alors, puisqu'on a utilisé toutes les équations, on a utilisé la 1, la 2, la 3, et que le système, regardez bien le système, c'est un système de 3 équations à 4 inconnus. Les inconnus, c'est alpha, bêta, θ, gamma. Donc, il y a 4 inconnus. Et on a utilisé toutes les équations. Donc, on ne peut pas avoir d'autres informations sur les inconnus que ce qu'on vient de voir. Donc, on a trouvé bêta égale moins 2 alpha, gamma égale moins 3 alpha, θ égale 3 alpha. On a exprimé toutes les constantes en fonction de alpha. Et on ne peut pas avoir alpha puisqu'il n'y a pas d'autres équations. Ce qui fait que alpha, il est quelconque. Il est quelconque dans R. Bon, je pense qu'il y a des étudiants encore qui attendent. Ben, donc, est-ce que les constantes sont nulles puisque alpha est quelconque? Est-ce que les constantes sont toutes nulles? Non. Par exemple, on peut prendre alpha égale à 1 puisqu'il est quelconque. On peut prendre alpha égale à 1. Dans ce cas, on obtient bêta égale moins 2, gamma égale moins 3, θ égale 3. Et si vous faites les calculs, ben vous allez remarquer à ce moment-là que P1, puisque alpha c'est 1, donc P1, moins 2 P2, moins 3 P3, plus 3 P4 égale à 0. Et ça, c'est une relation qui relie les polynômes. Donc, il y a un lien entre les polynômes, ce qui fait qu'ils sont liés. Donc, P1, P2, P3 sont liés ou bien ils sont linéairement dépendants. Donc, c'est ce que vous donne la méthode qui utilise la définition. Alors, dans le cas de l'exemple 6, pour aller vite, alors, l'exemple 6, ça se passe dans l'espace des applications de R dans R. On a dit que ça, c'est un espace vectoriel sur R. Je l'ai donné comme exemple en cours. Et dans l'espace de ces applications-là, on prend l'application U de X égale à sinus X et V de X égale à cosinus X. Et on vous dit, est-ce que sinus et cosinus, donc la fonction sinus et la fonction cosinus, est-ce qu'elles sont linéairement dépendantes ou bien linéairement indépendantes? Donc là aussi, il n'y a pas lieu d'utiliser l'échelonnement, ce n'est pas des vecteurs de Rn, donc on utilise la définition. Et puis effectivement, on va voir qu'elles sont indépendantes. Donc on a deux fonctions, donc on prend deux scalaires, tels que alpha u plus bêta v égale au zéro de l'espace des applications. Alors le zéro de l'espace des applications, c'est l'application nulle. L'application nulle, c'est l'application qui va de R dans R, et qui a X, on associe toujours 0. Ça s'appelle l'application nulle. Toutes les images sont nulles. Alors, lorsqu'une application F est nulle, ça signifie que quel que soit X, F de X est égal à 0. Donc, quel que soit X, alpha U de X plus bêta V de X est égal à 0. C'est ça ce que ça signifie, cette équation. Cette équation-là, elle signifie que l'application alpha U plus bêta V est toujours nulle. Si elle est toujours nulle, donc quel que soit X, alpha UX plus bêta VX est égal à 0. Là, c'est le 0 de R. Alors, comme elle est nulle quel que soit X, donc elle va être nulle chaque fois que je donne une valeur à X. Par exemple, si je prends X égale 0, alors j'obtiens alpha fois sinus de 0, mais sinus de 0 c'est égal à 0, plus bêta cosinus de 0, donc bêta fois 1, c'est égal à 0.
Et là, je déduis à ce moment-là que bêta est forcément nul. Si, puisque c'est toujours vrai quel que soit x, donc ça va être vrai pour x égale à pi sur 2, par exemple. Je choisis une valeur de x. Et pour x égale pi sur 2, je vais avoir alpha sinus pi sur 2, donc c'est alpha, plus bêta cosinus pi sur 2, cosinus pi sur 2 c'est 0, et donc égal à 0. Ça veut dire que alpha c'est égal à 0. Et donc on vient de trouver bêta égale 0, alpha égale 0. Et donc la fonction sinus et la fonction cosinus sont linéairement indépendantes. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Alors, tout le monde sait que sinus, la fonction sinus, vous prenez sinus de n'importe quel x, au carré, plus, on sait que sinus carré plus cosinus carré, ça donne toujours 1. Ça donne toujours 1. Ben, ça signifie que ces deux fonctions sont liées, puisqu'il y a une relation entre elles. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient d'écrire ici? Parce que là, c'est le carré. Voilà. C'est ça la différence. Elles sont liées, effectivement. Mais elles sont dépendantes. Mais elles ne sont pas linéairement dépendantes. Elles sont dépendantes, mais pas linéairement. Je vous ai expliqué que la dépendance linéaire, pour que ce soit linéaire, il faut que ce soit une droite. Et ça, c'est pas l'équation d'une droite. Ce n'est pas de la forme A sinus, ou bien lambda sinus A sinus X, plus bêta lambda, plus A ou l'alpha plus bêta cosinus égale à quelque chose. À 0 ou la 1 ou la... C'est pas de la forme linéaire. Quand il y a des carrés, c'est pas linéaire. Donc, effectivement, elles sont liées. Sinus et cosinus sont liées. Mais ce n'est pas linéairement, elles sont pas linéairement liées. Elles sont pas linéairement dépendantes. Elles sont juste dépendantes, mais pas linéairement. Donc, la différence entre les deux, c'est que la linéarité, la dépendance linéaire, elle n'est pas réalisée pour sinus et cosinus. Elles sont linéairement indépendantes. Mais le fait qu'on ait cette relation avec des carrés, on a une dépendance, mais c'est une dépendance qui n'est pas linéaire. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'exercice. Et comme on a fait les premiers exemples, donc, cet exercice-là, on l'a traité entièrement. Monsieur. Oui. Si on prend sinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Oui. Et cosinus pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2. Aussi, oui. Et on fait cosinus pi sur 4 moins sinus pi sur 4, on trouve 0. Oui. Et il existe alpha et bêta n'égale pas à 0 et cosinus et lambda cosinus x plus gamma sinus x égale à 0. Non, la différence, c'est pas ça. Regardez. On démarre pas de il existe. Ce qu'on a, c'est ça. Regardez ce qu'on a obtenu, c'est ça. On veut chercher alpha et bêta tel que, quel que soit x, alpha ux plus bêta vx égale à 0. C'est-à-dire la propriété, c'est ça. Il faut regarder la propriété. La définition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, je prends deux scalaires quelconques, tels que alpha u plus bêta v égale à 0. Donc, si alpha u plus bêta v est égal à 0, ça signifie que quel que soit x, alpha ux plus bêta vx est égal à 0. Donc, si vous donnez une seule valeur, c'est pas suffisant. D'accord? Si vous donnez une seule valeur, vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas utilisé cette propriété entièrement. Ce que vous dites, la propriété, elle vous dit que quel que soit x, ceci est égal à 0. Vous, ce que vous dites, c'est que puisque c'est vrai quel que soit x, donc je prends x égale pi sur 4.
Si vous prenez x égale à pi sur 4, effectivement, vous allez avoir alpha sinus de pi sur 4, donc alpha racine de 2 sur 2. Vous avez pris pi sur 4, c'est ça? Oui. Oui. Plus bêta racine de 2 sur 2 est égal à 0. Là, ça vous donne une équation. Mais il n'y a pas que cette équation. Si on n'avait qu'une seule équation, effectivement, là, oui, alpha et bêta ne sont pas forcément nuls. Si vous prenez alpha égale à 1 et bêta égale à moins 1, l'équation est nulle sans que alpha et bêta ne s'annulent. Mais ce qu'on a, c'est que quel que soit x, alpha sinus x plus bêta cosinus x est égal à 0. Donc, si vous prenez une seule valeur, vous n'avez pas une contradiction. Parce qu'il faudrait que ce soit vrai pour n'importe quel x. Donc, pour alpha égale pi sur 4, voilà ce que vous obtenez. Donc, si vous mettez racine de 2 sur 2 en facteur, vous allez avoir alpha plus bêta racine de 2 sur 2 est égal à 0. Et là, tout ce qu'on va déduire, la seule chose qu'on va déduire, c'est que Bêta égale à moins alpha. Bêta égale à moins alpha, ou bien alpha plus bêta égale 0. Alpha plus bêta égale à 0. Mais on ne peut pas avoir autre chose. On ne peut pas avoir autre chose. Avec une seule équation, c'est tout ce qu'on a. Maintenant, ça ne suffit pas pour résoudre l'équation, enfin pour avoir les valeurs de alpha et bêta. Parce qu'on a deux indéterminés ou bien deux inconnus qui sont nuls. La somme est nulle. Ça ne me donne pas alpha et bêta. Et donc, puisque cette équation est vraie quel que soit x, ben, je vais prendre une autre valeur. Vous avez pris pi sur 4, ça m'a donné alpha plus bêta égale 0. Ça, c'est un renseignement. Il ne faut pas conclure à partir de là. Parce que il y a ça. C'est vrai quel que soit x. Ce n'est pas vrai uniquement pour pi sur 4. C'est vrai quel que soit x. Donc, j'ai une équation à deux inconnus. Alors, je vais essayer d'avoir une deuxième équation pour pouvoir conclure concernant alpha et bêta. Je vais prendre un autre x. Il faut trouver un autre x égale quelque chose. Et là, vous allez avoir une autre équation. Ensuite, quand vous allez résoudre, ben, vous allez tomber sur alpha égale 0, bêta égale 0. Sinon, si vous tombez pas sur alpha égale bêta, si vous tombez sur la même équation, par exemple, ben, il faut choisir un autre x. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que ça, c'est nul, quel que soit x. Donc, on ne peut pas conclure à partir d'une seule valeur. Il faut avoir plusieurs valeurs. Donc, si vous prenez, par exemple, x égale, je ne sais pas moi, pi sur 6 ou ce que vous voulez, moi, j'ai choisi les valeurs les plus simples. J'ai choisi 0 et pi sur 2. Maintenant, si vous voulez prendre une autre valeur, par exemple, pi sur 3 ou la pi sur 6, allez. Si vous prenez pi sur 3, donc, vous allez avoir ceci. Pi sur 3, il va être quelque part ici. Alors, le sinus, ça sera 1,5. Plutôt, le cosinus, c'est 1,5. Sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, vous allez avoir alpha, sinus, c'est 1,5, plus bêta, racine de 3 sur 2, égale à 0. Alors, vous allez rajouter cette équation ici. Vous allez la rajouter ici. Donc là, vous avez deux équations, deux inconnues, alpha, et plutôt 1 et 2. Et là, vous pouvez résoudre. Et si vous faites la résolution, vous allez avoir alpha égale bêta égale à 0. C'est parce que il faut pas conclure à partir d'une seule valeur particulière. Il faut tenir compte du fait que c'est égal à 0, quel que soit x. Donc là, il faut prendre plusieurs x. Et à chaque fois, il faut tester. Et donc, vous allez conclure à la fin que c'est forcément nul. Alpha et bêta, c'est forcément nul. À partir de deux équations qui sont distinctes, ben vous allez obtenir alpha égale bêta égale 0. C'est bon? Oui, monsieur, il y a alpha 1 sur 2 plus bêta racine de 3 sur 2. Donc, dire alpha égale à moins racine de 3 sur 2 et bêta moins 1 sur 2.
Oui, mais vous avez deux équations, Kain Hadi ou Kain Hadi. Deux équations, deux inconnues. Si vous faites à partir de la 2 ou à partir de la 1, vous allez utiliser la 1. Vous allez avoir bêta égale moins alpha, c'est ça? Bêta égale moins alpha. Vous allez le remplacer ici. Ça vous donne alpha facteur de 1,5. Vous remplacez bêta par moins alpha, donc moins alpha fois racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, Ah, d'accord. Un étude du 3. égale à 0. D'accord? Vous mettez alpha en facteur, alpha fois quelque chose qui est non nul. Ce quelque chose-là, c'est 1 moins racine de 3 sur 2. Donc, alpha fois quelque chose qui est non nul égale à 0. Et là, ça vous donne alpha égale 0. Et puisque alpha égale 0 et que bêta égale moins alpha, donc là aussi, bêta égale 0. D'accord? D'accord. Ouais. Merci. Il n'y a pas de... Bon, allez, on va essayer de continuer. Donc, on est à l'exercice 9 maintenant. Alors, l'exercice 9, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il vous dit déterminer le rang des familles de vecteurs suivants. Alors, le rang d'une famille, je vous ai envoyé le dernier cours. Le rang d'une famille, c'est le nombre de vecteurs maximal qui sont linéairement indépendants. Donc, parmi ces vecteurs, s'ils sont tous indépendants, donc le rang c'est 4. S'ils sont liés, donc le rang il est inférieur à 4. Alors, il faut regarder combien de vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, c'est le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants. Alors, le meilleur moyen de le trouver, c'est la méthode d'échelonnement. Quand il s'agit de vecteurs qui sont écrits comme ça, des vecteurs de Rn, le meilleur moyen de conclure, c'est la méthode d'échelonnement. Vous allez échelonner, et puis à la fin, si vous vous rappelez de la méthode, à la fin, le nombre de lignes non nulles, c'est égal au nombre de vecteurs linéairement indépendants. Et le nombre de vecteurs linéairement indépendants, c'est ce qu'on appelle le rang de la famille. Donc, on va définir d'abord ce que c'est que le rang. On va l'appeler la définition. Alors, le rang d'une famille finie de vecteurs, d'un K-espace vectoriel, c'est le nombre maximal parmi ces vecteurs-là qui sont linéairement indépendants. Alors, on vous demande le rang de la famille suivante. F1, c'est 1, 2, 3. Donc, le deuxième vecteur de F1, c'est 4, 5, 6. Ensuite, 7, 8, 9 pour le troisième. Et 10, 11, 12 pour le dernier. Donc, c'est les entiers naturels qui se suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je viens de vous dire que le meilleur moyen, quand il s'agit de vecteurs de Rn, le meilleur moyen, c'est la méthode d'échelonnement. Alors, la méthode consiste à former la matrice dans les lignes, ce sont ces vecteurs. Donc, voilà la matrice M. Ensuite, on échelonne. Alors, pour échelonner, donc, comme le 1 n'est pas nul, la première ligne, le 1, il n'est pas nul. Donc, dans la deuxième ligne, il faut annuler le 4, premier coefficient. Dans la ligne suivante, il faut annuler les deux premiers coefficients. Et dans la ligne suivante, il faut annuler les trois premiers. En fait, il faut annuler toute la ligne. Bon, alors, tout le monde maintenant connaît la méthode. Alors, pour annuler les premiers coefficients, ceux qui sont à la première colonne. Donc, on fait, pour avoir 4 ici, pour avoir un 0 à la place de 4, donc on fait L2 moins 4 L1. Ensuite, la troisième ligne, il faut avoir L3 moins 7 L1. Et au niveau de la quatrième, il faut avoir L4 moins 10 L1. J'espère que tout le monde suit. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. En faisant les calculs, et si j'ai pas fait d'erreur, donc voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez la matrice qui est ici. Alors, pour que ce soit échelonné, la deuxième étape, c'est d'annuler le 6, le moins 6,
la troisième ligne, et le moins 11. Alors, pour annuler le moins 6, donc il faut travailler maintenant avec la deuxième colonne. Donc, on fait la troisième moins 2 fois la deuxième. Donc, la troisième moins 2 fois la deuxième. Et pour annuler le 11, le moins 11, donc on fait 3 fois la quatrième, moins 11 fois la deuxième. Alors, si je ne me suis pas trompé au niveau des calculs, voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez la matrice qui est ici. Et là, elle est échelonnée. Elle est presque échelonnée. Il suffit juste de permuter la troisième ligne, la quatrième ligne avec la troisième. Il faut permuter. Il faut le changer de place. Donc, si je remonte la quatrième au niveau de la ligne, voilà ce que j'obtiens. Et là, c'est échelonné. Cette matrice-là, elle est échelonnée. Donc, il n'y a pas de 0 au niveau de la première ligne, 1 0 au niveau de la deuxième, 2 0 au niveau de la troisième et 3 0 au niveau de la quatrième. Donc, le nombre de 0 augmente d'une ligne à une autre. On obtient une matrice échelonnée. Alors, quand on obtient une matrice échelonnée, il faut compter le nombre de lignes non nulles. Alors, il y a combien de lignes non nulles? Il y en a 3. Ce qui fait que le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants, c'est 3. Donc, les 4, ils sont liés, puisqu'on a obtenu une ligne nulle. Donc, il y a une relation entre les vecteurs. Mais, les 3 sont linéairement indépendants. Donc, la conclusion, c'est que il y a 3 lignes non nulles. Donc, dans la dernière matrice, ça veut dire dans la matrice qui est échelonnée. Donc, le rang de F1, donc les vecteurs qui sont linéairement indépendants, ils sont au nombre de 3. Donc, il est égal à 3. Alors, les 4 vecteurs, puisqu'on a 4 vecteurs, donc les 4, ils sont liés, ou bien linéairement dépendants. Il n'y a que 3 qui sont indépendants. Mais les V1, V2 et V4, ceux qui sont indépendants, c'est lesquels? Donc, la ligne L1, elle correspond au vecteur V1. La ligne L2, elle n'est pas nulle, elle correspond au vecteur V2. Mais la troisième ligne, puisqu'on a permuté, elle correspond au quatrième vecteur, en fait. Elle correspond à V4. Donc, ceux qui sont linéairement indépendants, c'est V1, V2 et V4. Donc, ceux-là, ils sont linéairement indépendants. Mais V3, il va être lié aux autres, puisque la ligne qui correspond à V3, donc L3, elle est égale à 0. Donc, V3, il est lié aux autres. Alors, quand le rang est obtenu, voilà comment on l'écrit. On écrit juste la première lettre et la dernière lettre du mot rang. Donc, on écrit R et G. Le rang de F1 est égal à 3. Bon, j'espère que vous avez suivi. Donc, s'il y a des questions, vous les posez. Sinon, on va examiner ensemble la deuxième famille. Alors, dans la deuxième famille, on travaille dans R4. Donc, 4 vecteurs. Donc, si on veut trouver le rang de cette famille, là aussi, on échelonne la matrice qui est formée par ces vecteurs. Là, je ne vais pas refaire tous les calculs. En principe, vous savez comment faire. Alors, donc, vous allez échelonner. Et voilà ce que vous allez trouver à la fin. Là aussi, il n'est pas exclu qu'il y ait des erreurs. Donc, il faut les refaire. Donc, si je me suis pas trompé, voilà ce que vous allez obtenir à la fin. Alors, à la fin, vous obtenez donc une matrice qui est échelonnée. Parce qu'une matrice est échelonnée. Qu'est-ce qu'on appelle matrice échelonnée? Donc, le nombre de zéros, il augmente d'une ligne à une autre. Et quand une ligne est nulle, les autres lignes, les lignes suivantes, elles sont nulles aussi. Alors, donc, la première ligne, il n'y a pas de zéro. La deuxième, il y a un zéro. Troisième, il y a 4 zéros. Donc, le nombre de lignes, il a augmenté. Mais puisque la troisième est nulle, ben, la quatrième aussi est nulle. Parce qu'on ne peut pas augmenter strictement le nombre de zéros puisqu'il n'y a que 4 coefficients. Donc, lorsqu'une ligne est nulle, les suivantes doivent être nulles. Ben, c'est respecté ici.
Ce qui fait que c'est une matrice échelonnée. Alors maintenant, on a 4 vecteurs. Il n'y a que 2 lignes qui sont non nulles. Ben, ce qui fait qu'il n'y a que 2 vecteurs qui sont indépendants. Les 4, ils sont liés. Et c'est quoi les vecteurs qui sont indépendants? Ça va être V1, puisqu'on n'a pas permuté ici. Donc ça va être V1 et V2. Donc V1 et V2 sont indépendants, mais les autres, ils sont liés. Ce qui fait que le rang, il est égal à 2. Le rang, c'est le nombre de lignes non nulles. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. 2 lignes non nulles. Donc le rang de F2, il est égal à 2. Et on écrit RG F2 égale à 2. Alors la même chose pour la troisième famille, sauf que au niveau de la troisième famille, on a un scalaire. Plutôt un scalaire dont on ne connaît pas la valeur. On a un paramètre. Donc on vous dit, F3, elle est formée par les vecteurs 1, 1, ensuite un réel A. V2, c'est le même réel A, et puis les autres composantes, c'est 1, 1. Et V3, c'est 1, A et 1. Et on vous dit, déterminer le rang de cette famille-là, suivant les valeurs de A. Donc, en fonction des valeurs de A. Il faut trouver le rang en fonction de A. Donc, il y a quelqu'un qui veut participer. Voilà. Alors, le principe, c'est toujours le même. On échelonne. Sauf que quand vous échelonnez, quand il y a des paramètres, il faut faire attention. Il ne faut pas multiplier une ligne par un scalaire qui peut être nul. Donc, ce qu'on avait appelé, pour échelonner une matrice, on avait dit qu'il faut utiliser des opérations élémentaires. Les opérations élémentaires, elles sont au nombre de 3. Alors, il faut éviter de multiplier une ligne par un scalaire si on ne sait pas à l'avance qu'il est non nul. Donc là, il faut faire attention. Alors, ajouter à une ligne une combinaison des autres, ça, c'est sans aucune condition. Permuter 2 lignes, il n'y a pas de condition. Par contre, multiplier une ligne par un scalaire, il y a une condition. Il faut que le scalaire soit non nul. Donc là, il faut faire attention. Par exemple, ici, il ne faut pas dire je vais multiplier L1 par A. Ben, si vous multipliez L1 par A, il faut s'assurer que A n'est pas nul. Donc là, il faut utiliser 2 cas. Vous dites, si A est nul, voilà ce que j'ai. Si A n'est pas nul, je peux multiplier L1 par A. Mais le multiplier directement sans préciser, sans discuter le cas A nul et le cas A non nul, non, là, ça ne marche pas. Donc, quand on multiplie une ligne, il faut le faire avec un scalaire non nul. C'est la seule précaution qu'il faut prendre. Mais le problème ici, vous allez voir que le problème ne se pose pas. Parce que pour avoir un 0 là et un 0 ici, les opérations qu'on va utiliser, c'est L2 moins A, L1. Est-ce qu'il y a des conditions à préciser? Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a gardé L2 et on a rajouté une combinaison des autres. Quand on rajoute une combinaison, ben les scalaires peuvent être nuls, on s'en fout. L'essentiel, c'est que je ne multiplie pas L2 par A. Mais lui rajouter une combinaison, là, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune condition. Donc, je garde L1. Là, je prends L2 et je lui rajoute une combinaison. Donc là, il n'y a aucun souci. Et pour la troisième, je fais L3 moins L1. Donc là aussi, il n'y a aucune condition. Et puis, on obtient la matrice qui est là. Alors maintenant, pour cette matrice, remarquez que ici, c'est 1 moins A, ici, c'est A moins 1. Donc, c'est pratiquement le même coefficient à un signe près. Les deux coefficients ici, ils diffèrent d'un signe. Alors, pour avoir un 0 ici, il faut faire L3 plus L2. Et cette opération-là, elle est permise aussi. Il n'y a pas de condition. Donc, ce qu'on obtient, c'est ça. Alors maintenant, c'est quoi le rang alors, à votre avis?
Ça dépend des valeurs. Alors, j'ai entendu 3. Eh bien, effectivement, c'est ça le piège. Le rang n'est pas forcément 3. Ça dépend des valeurs de A. Ça dépend. Je ne connais pas la valeur de A. Il faut discuter suivant la valeur de A. Alors, la première condition à voir, c'est la troisième ligne. Le A, il peut être égal à 1. S'il est égal à 1, ben, toute la troisième ligne est nulle. Et toute la deuxième ligne est nulle. Même la deuxième. Même la deuxième. Ensuite, pour la troisième, ce qui peut l'annuler aussi, c'est -2. -2. Donc, il faut discuter. C'est pour ça qu'on vous dit discuter suivant les valeurs de A. Donc, c'est pas parce qu'il y a des coefficients ici qui sont forcément non nuls. Non. Donc là, il faut tenir compte des valeurs de A. Donc, le premier cas, c'est ce qu'on vient de dire oralement. Le premier cas, c'est A égale 1. C'est ce qui annule, le premier coefficient qui annule la troisième ligne. C'est A égale à 1. Alors, si A égale à 1, cette matrice, je lui ai donné un nom, je l'ai appelée N. La matrice échelonnée, je l'ai appelée N. Donc, à ce moment-là, N, elle est égale à ceci. Et donc, c'est quoi le rang dans ce cas-là? 1. C'est 1. Il n'y a qu'une seule ligne non nulle. C'est 1. Donc, le rang, c'est 1. Maintenant, le deuxième coefficient qui annule la troisième ligne, c'est -2. Donc, deuxième cas, si A est égal à -2, donc la matrice échelonnée, voilà sa valeur. Là, on voit qu'il n'y a que 2 lignes qui sont non nulles. La troisième, elle est nulle. Ce qui fait que le rang, c'est égal à 2. Et le troisième cas, c'est A différent de 1 et A différent de 2. Dans ce cas-là, regardez ici, si A n'est pas égal à 1 et si A n'est pas égal à 2, alors là, je me suis trompé aussi. Hein, je suis allé trop vite. Il y a une erreur. Monsieur. Il faut que je la rectifie. Oui, oui. Pourquoi la troisième, si A est égal à -2, la troisième ligne s'annule? Regardez, si A est égal à -2, qu'est-ce qui se passe ici? Le troisième coefficient, c'est quoi? C'est 1 moins 2, et là, c'est 2 moins 2. 2 moins 2, il s'annule. Si celui-là, c'est nul, donc tout le coefficient est nul. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui annule la troisième ligne? Qu'est-ce qu'il annule? C'est un produit. Ce qu'il annule, c'est A égale à 1 et A égale à -2. هذاك ما بانيش بلي c'est un 2, monsieur. Si, c'est un 2. Là, c'est un 2. Parce que c'est un L, ناخذ من جا الآلة هذا. Non, mais qu'est-ce L? C'est 1 moins A et 2 plus A. Ok. Peut-être que c'est mal écrit, c'est tout, c'est 2. Maintenant, si A n'est pas égal à 1 et A n'est pas égal à 2, est-ce que la troisième ligne s'annule? Non. Par contre, la deuxième ligne, est-ce qu'elle peut s'annuler? Oui. Quelle valeur l'annule, la deuxième ligne? Non, le -1, en fait, il n'y a pas d'erreur, en fait. Le -1, qu'est-ce qui annule le -1? Il annule juste le dernier coefficient. Il n'annule pas la ligne, parce que celui-là ne va pas être égal à 0. D'accord? Si vous avez -1, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir 1, -1. La deuxième ligne, c'est 0. Alors, on a dit pour A égale à -1. Donc là, c'est 2. Là, c'est 0. Et pour -1 en bas, c'est 0. 0. Alors, -1, donc c'est 2 fois 1. Donc, c'est 2 aussi. Et c'est quoi le rang de cette... Est-ce qu'elle est échelonnée d'abord? Oui. Oui. Et c'est quoi son rang? 3. C'est 3. Donc, en fait, si A est différent de 1 et de -2, le rang, c'est égal à 3. Donc, c'est correct. Excusez, c'est correct. Si A différent de 1 et A différent de 2, alors les 3 lignes de la matrice N sont non nulles. Par suite, le rang de la famille, il est égal à 3. Voilà pour l'exercice 9. Ensuite, l'exercice 10. Alors, l'exercice 10, il est important dans le sens suivant. Alors, on sait que... alors, je vais rappeler, je ne sais pas si je l'ai écrit en détail, sinon, je vais le rédiger sur un bout. Ah oui, je l'ai écrit. Alors, on sait que
tout corps, n'importe quel corps, c'est un espace vectoriel sur lui-même. Au fait, c'est le premier exemple d'espace vectoriel que je vous ai donné. N'importe quel corps, c'est un espace vectoriel sur lui-même. Donc C, c'est le corps des complexes. C'est un espace vectoriel sur C. Et on sait aussi, ça aussi je l'ai donné comme exemple, si on a un corps qui est inclus dans K. Alors K, non seulement c'est un espace vectoriel sur lui-même, mais c'est aussi un espace vectoriel sur n'importe quel sous-corps de K. Alors, comme R est inclus dans C, donc C, c'est aussi un espace vectoriel sur R. Donc, c'est le même nombre, c'est le même ensemble des nombres complexes. C'est toujours C. Hein, il s'agit toujours de C. Ben, il est à la fois un espace vectoriel sur C et c'est en même temps un espace vectoriel sur R. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice? Regardez bien. Alors, on vous dit, montrez que le R espace vectoriel C, ça veut dire quand on travaille sur C comme espace vectoriel sur R. Cette famille-là, il faut montrer qu'elle est libre et que quand vous prenez C, le même ensemble C, comme espace vectoriel sur C, eh bien la famille, elle devient pas libre, elle devient liée. Donc, on a le même espace vectoriel, on a la même famille, eh bien quand on change de corps, elle est, dans le premier cas, libre, elle devient liée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que le corps de base, quand on est dans un espace vectoriel, quand on vous dit E, c'est un espace vectoriel sur K, eh bien, le K, il n'est pas, comment dire, il n'est pas un figurant, il n'est pas là comme ça. Il a un rôle à jouer sur l'espace vectoriel. Il joue un rôle, il n'est pas là à titre figuratif. Par exemple, on va voir que plus tard qu'il y a d'autres rôles, quand on va étudier les applications linéaires, etc. Donc, le corps de base, il est important. Il influe sur l'espace vectoriel. Par exemple, comment il influe? Eh bien, une famille qui est libre, elle peut devenir liée. C'est la même famille, c'est le même espace vectoriel. Eh bien, quand on change de corps, la famille qui est libre, elle devient liée. Ça veut dire que le corps, il est important. Bon, maintenant, comment le résoudre? Regardez bien. Donc, une fois qu'on a fait ce rappel, on considère la famille suivante. Donc, F, les complexes 1 plus I et 1 moins I, je leur donne un nom. Par exemple, 1 plus I, je l'appelle U, et 1 moins I, je l'appelle V. Donc, on a une famille de deux vecteurs, U et V, qui est dans C. C'est une famille dans C. Alors maintenant, on vous dit, montrons que F est libre lorsqu'on considère C comme espace vectoriel sur R. Donc C, c'est un espace vectoriel sur R. Dans ce cas, on va montrer que F est libre. Comment montrer qu'une famille est libre? On va prendre deux scalaires, donc soit alpha et bêta, tels que alpha U plus bêta V égale à 0. Alors les scalaires, où est-ce qu'il faut les prendre? Il faut les prendre dans R. Le premier cas, il faut les prendre dans R. Alors à ce moment-là, je remplace. Donc j'ai alpha. Oui, il faut les prendre dans R, dans l'espace des réels. Alors donc alpha fois U, on a dit c'est 1 plus I. Donc alpha fois U, c'est alpha plus alpha I. Ensuite, bêta fois V, V c'est 1 moins I. Donc bêta moins bêta I. Donc, c'est égal à alpha plus bêta, plus I fois alpha moins bêta, et puis le tout égal à 0. Alors, maintenant, quand est-ce qu'un nombre complexe est nul? Parce que son réel est imaginaire. Voilà. La partie réelle, elle est nulle, et la partie imaginaire, elle est nulle. Et donc, on obtient un système. C'est toujours le même principe. Lorsqu'on étudie la dépendance ou bien l'indépendance linéaire, on aboutit toujours à des systèmes. Donc, la partie réelle est nulle, alpha plus bêta égale 0. La partie imaginaire nulle, alpha moins bêta égale 0. Alors là,
la résolution est simple. Vous faites la somme des deux équations. Vous faites la somme. Vous obtenez 2 alpha égale 0, ce qui fait que alpha est nul. Maintenant, si alpha est nul, par exemple à partir de la deuxième, si alpha est nul, bêta va être nul aussi, parce que alpha égale bêta. Et donc, la solution, c'est alpha égale bêta égale 0. Et qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que la famille est libre, puisque les scalaires sont nuls. Donc, la famille, elle est libre. Alors, dans le deuxième cas, vous allez voir que c'est pas vrai. Lorsqu'on change de corps, eh ben, la famille, elle devient liée. C'est le même espace, c'est les mêmes vecteurs. D'un côté, ils sont indépendants. D'un autre côté, ils vont être dépendants. Donc, montrons maintenant que F est lié. Lorsqu'on considère le même espace vectoriel C, on le considère comme espace vectoriel sur C. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la démonstration, dans le raisonnement? Scalaire. Ce sont les scalaires. Au lieu de les prendre dans F, on les prend dans C. Donc, soit alpha bêta dans C, tel que alpha U plus bêta V égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Si vous faites la même chose, on va obtenir la même chose ici. Mais cette équation égale 0, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Est-ce qu'elle va vous donner alpha plus bêta égale 0? Non. Non, parce que est-ce que ça va être la partie réelle? Non. Ça, ce n'est plus la partie réelle. Cet ensemble-là, il va être dans C. Il va être dans C. Et donc, s'il est dans C, on ne peut plus utiliser le système. Le système, c'est quand on a un réel plus I fois un réel égale à 0. Là, ça marche. Mais si vous avez A plus IB égale 0 avec A et B qui ne sont pas des réels, non, là, ça ne marche pas. Parce que alpha plus bêta, ce n'est plus sa partie réelle. C'est un nombre complexe. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est, vous avez alpha U plus bêta B égale 0. Ben, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, l'équilibre alpha, on peut faire ceci. Alpha, ça va être moins bêta fois V, divisé par U. Dans l'ensemble des complexes, cette écriture, elle a un sens. Alpha égale moins bêta V sur U. Je remplace. 1 sur U, d'abord, on va commencer par 1 sur U. 1 sur U, c'est 1 sur 1 plus I. Mais on sait qu'un nombre complexe, il s'écrit toujours un réel plus I fois un réel. Donc, il faut l'écrire sous la forme classique d'un nombre complexe. Alors, l'idée, c'est de multiplier le dénominateur par son conjugué. Le conjugué, c'est 1 moins I. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 1 moins I. Alors, j'obtiens 1 moins I sur 1 moins I au carré. Mais I au carré, c'est moins 1. Donc, 1 moins moins 1, ça donne 2. Donc, on obtient 1 demi fois 1 moins I. Et ça, c'est l'écriture classique d'un nombre complexe. Donc, partie réelle plus partie imaginaire. Donc, je reviens ici maintenant et je remplace 1 sur U, je le remplace par ça, par sa valeur. Donc, j'obtiens alpha égale à moins bêta fois 1 moins I fois 1 demi de 1 moins I. Bon, vous faites les calculs, vous simplifiez, vous obtenez I fois bêta. Si je ne me suis pas trompé, voilà ce que vous allez obtenir. Vous obtenez alpha égale à I fois bêta. Et comme on n'a qu'une seule équation, donc je ne peux pas avoir une deuxième équation pour voir à quoi est égal alpha et à quoi est égal bêta. On n'a qu'une seule. À partir d'une seule équation, ce qu'on peut faire, c'est exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Donc, alpha, c'est I fois bêta. Et c'est quoi bêta? Ben, bêta, c'est un complexe quelconque. Et donc, à ce moment-là, alpha et bêta ne sont pas forcément nuls. Par exemple, si je prends bêta égale à 1, alors à ce moment-là, alpha va être égal à I. Et si je remplace, alpha fois 1 plus I, plus bêta fois 1 moins I, quand vous multipliez, vous allez avoir I plus I2, plus 1 moins I, est égal à 0. Alors, I avec moins I, il se simplifie. I carré, c'est moins 1 avec 1, il se simplifie. Donc, ça me donne bien 0. Alors, est-ce que
est-ce que alpha et bêta sont nuls? Ils ne sont pas nuls. Alpha c'est 1, alpha c'est I, bêta c'est 1. Donc on a trouvé deux scalaires non nuls, alpha et bêta sont non nuls, tels que alpha U plus bêta V égale à 0. Et donc on déduit que la famille est liée. Alors vous voyez bien, c'est le même espace vectoriel. Dans les deux cas, l'espace vectoriel c'est C. Ça n'a pas changé, c'est le même ensemble. Dans les deux cas, la même famille, c'est F toujours, avec F égale à UV. C'est les mêmes vecteurs, c'est la même famille. Alors, dans le premier cas, la famille est libre. Dans le deuxième cas, la famille est liée. Donc, qu'est-ce qui a changé? En fait, ce qui a changé, c'est le corps. L'espace, c'est le même. La famille, c'est la même. Ce qui a changé, c'est le corps. Eh bien, quand on change de corps, une famille qui est libre, elle peut devenir liée. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est pour souligner que le corps de base, il joue un rôle dans les espaces vectoriels. Il n'est pas là comme ça par hasard. Quand on fixe un corps, les propriétés de l'espace, elles changent en fonction du corps. Si vous changez le corps, les propriétés peuvent changer aussi. Donc le corps, il est important. C'est pour ça qu'il faut souligner toujours dans quel corps on travaille. Les résultats dépendent du corps de base. Donc voilà l'objectif de l'exercice 10. Il n'est pas compliqué, c'est un petit exercice très simple, mais c'est la leçon qu'il faut en tirer. C'est ça qui est important. Bon, le deuxième exercice, c'est pas le deuxième, le suivant. Alors il vous dit, je prends 4 vecteurs qui sont linéairement indépendants. C'est ça. Ça veut dire que la famille elle est libre. Ensuite, on vous demande de montrer que cette famille, V1 moins V2, V2 moins V3, V3 moins V4 et V4 est aussi libre. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on suppose que la même famille est une famille génératrice. Et on vous demande de montrer que la deuxième famille, elle est aussi génératrice. Alors, le corriger. Donc, je passe à la page suivante. Ah là là. Voilà. Heureusement que je pensais que je n'avais pas rédigé. Donc, voilà l'exercice 11, soit F. La famille V1, elle est formée par des vecteurs, on ne les connaît pas. Donc, on travaille dans un espace vectoriel quelconque E. J'ai 4 vecteurs, je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est une famille libre. Ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. Et on vous demande de montrer à ce moment-là que la famille qui est formée par V1 moins V2, V2 moins V3, V3 moins V4 et V4 est aussi libre. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la définition. On ne peut pas utiliser notre méthode. On ne peut pas utiliser l'échelonnement si on ne connaît pas les vecteurs. Alors, donc, la définition, elle vous dit, j'ai 4 vecteurs, V1 moins V2, V2 moins V3, etc. Et donc, je prends 4 scalaires. Soit alpha, bêta, gamma, lambda dans le cas, tel que alpha fois V1 moins V2, plus bêta fois V2 moins V3, ainsi de suite, égale à 0, 0 de E. Bon, alors l'idée, c'est utiliser les hypothèses. Les hypothèses, ce que je sais, c'est que la famille V1, V2, V3, V4 est libre. Et donc, je vais développer, on va développer cette équation-là. Donc, V1, quand je développe, c'est quoi le coefficient de V1? C'est alpha. Donc, alpha V1. C'est quoi le coefficient de V2? Donc, il y a alpha moins alpha V2. Il y a V2 aussi ici. Donc, si je mets V2 en facteur, c'est moins alpha plus bêta. Donc, moins alpha plus bêta V2. Vous faites la même chose. Vous prenez
sachant que F est libre, donc sachant que V1, V2, V3, V4 sont linéairement indépendants, donc si j'ai une combinaison linéaire qui s'annule, alors les scalaires s'annulent. Donc là, à partir de là, je déduis le système suivant. Alpha égale 0, moins alpha plus bêta égale 0, moins bêta plus gamma égale 0, et moins gamma plus lambda égale 0. Ben, si vous faites la résolution, c'est clair que, bon, la première, elle vous donne alpha égale 0. Vous remplacez dans la deuxième, vous trouvez bêta égale 0. Vous remplacez bêta par 0, la troisième vous donne gamma égale 0, et puis lambda égale 0. Donc finalement, tous les scalaires sont nuls. Et là, ça donne F' qui est libre. Alors F', c'est la deuxième famille. Hein. F', c'est celle-là. V1 moins V2, V2 moins V3, etc. Donc, à partir du moment où F est libre, on a déduit que F' est libre. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est on va supposer que F est génératrice et on va montrer que F' est aussi une famille génératrice. Alors, une famille, quand est-ce qu'elle est génératrice? Alors, je sais plus, j'ai utilisé des pages blanches. Alors, quand est-ce qu'une famille est génératrice? Ça veut dire, alors, quand j'ai un espace vectoriel, donc j'ai un K espace vectoriel, j'ai par exemple une partie génératrice formée par des vecteurs B1 jusqu'à Bn. Alors on dit que G est une partie génératrice, donc on dit que G c'est une partie génératrice de E, si et seulement si. Alors d'abord, comment on écrit une partie génératrice? On écrit comme ça. Ça veut dire que E, c'est égal au sous-espace engendré par G. Voilà ce qu'on appelle comment on écrit une partie génératrice. Et ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que n'importe quel X de E, tout élément de E, c'est ça ce qu'on appelle génératrice. Le mot générateur ou la génératrice, ça signifie que à partir de G, on reconstitue E. On retrouve E tout entier. Alors, comment le retrouver? C'est en disant que n'importe quel X de E, il s'écrit avec les éléments de G. Donc, ça veut dire qu'ils engendrent E. N'importe quel élément de E s'écrit avec les éléments de G. Il s'écrit comment? Ben, il s'écrit comme combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à Vn. Lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda 1, il est dans le corps. Ils sont dans le corps, avec les lambda I dans le corps. Voilà ce qu'on appelle une partie générale. Donc, n'importe quel élément de E, je peux l'obtenir à partir de G. Donc, on dit que G engendre E, où la G est une partie génératrice de E. Donc, voilà la définition. C'est ce qu'il faut connaître. Alors, une fois que ceci est dit, je reviens à l'exercice. Donc, on suppose que F, c'est une famille génératrice de E. Ça veut dire que tout élément de E s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de F. Et on vous demande de montrer que F' est aussi une famille génératrice. Ça veut dire que tout élément de E peut s'écrire en fonction des éléments de F'. Donc, pour cela, il suffit de montrer que tout élément de E est combinaison linéaire d'éléments de F'. Donc, soit V appartenant à E, donc je prends V dans E. Il s'agit de trouver des scalaires, alpha, bêta, gamma, lambda, tels que V est égal à alpha plus V1 moins V2, plus bêta fois V2 moins V3, plus gamma fois V3 moins V4,
plus lambda fois V. Et si je veux écrire cette équation autrement, donc je développe et puis je mets les V, chaque VI, je le mets en facteur. Donc j'obtiens V égale à alpha V1 plus moins alpha plus bêta V2 plus moins bêta plus gamma V3 plus moins gamma plus lambda V4. Alors maintenant, ce qu'on sait, donc ça c'est ce qu'on veut. On veut trouver des scalaires comme ça. On ne sait pas s'ils existent. Mais ce que je sais, c'est que F, c'est une partie génératrice. Et donc, je sais à ce moment-là que le V que j'ai plié dans E, le V que j'ai plié ici, je sais qu'il s'équilibre en fonction des éléments de F. Parce que par hypothèse, F, c'est une famille génératrice. Donc, je sais qu'il existe alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Ceux-là, je sais qu'ils existent. Je sais qu'il existe alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 dans le cas tel que V est égal à ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ceci? On fait alpha 1 égale alpha. Il suffit juste de prendre alpha 1 égale à alpha. Et donc, puisque alpha 1 existe, puisque je sais que alpha 1 existe, donc j'ai trouvé la valeur de alpha. Donc alpha existe aussi. La deuxième condition, c'est quoi? Bon, alpha plus bêta égale alpha 2. Voilà. Moi, alpha plus bêta, moi je cherche alpha et bêta. Oui, c'est bon, c'est pas les mêmes scalaires. Donc, je dois trouver alpha et bêta. Alors, comment choisir? Il faudrait que moi, alpha plus bêta, il faut qu'il soit égal à alpha 2. Le coefficient de V2, il faut que ce soit le même. Donc, moi, alpha plus bêta, il faut que ce soit égal à alpha 2. Et bien, voilà. Moi, alpha plus bêta égale alpha 2. Comme alpha, je viens de montrer son existence. Alpha, c'est alpha 1. Et donc, ça va être quoi, bêta? Bêta, ça va être alpha 2 plus alpha. Donc, c'est alpha 2 plus alpha 1. Le alpha 1, il existe. Le alpha 2 existe. Donc, bêta existe aussi. Donc, voilà la valeur de alpha, valeur de bêta, et puis vous faites la même chose pour le reste. Donc, l'autre condition, c'est moins bêta plus gamma égale alpha 3, et moins gamma plus lambda égale à alpha 4. Donc, vous les mettez dans le système. Et là, vous allez avoir gamma, c'est alpha 3 plus bêta. Comme vous connaissez déjà bêta, vous le remplacez ici. Donc, gamma, c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Et lambda, c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4. Donc, les scalaires que je cherche, ce sont ceux-là. Et comme je viens de trouver leur valeur, parce que alpha 1, alpha 3 existent, donc je viens de trouver leur valeur, donc ceux-là aussi existent. Et leur existence montre que alpha prime, que F prime, c'est une partie génératrice de. Et donc, E, qui est égal à V1, V2, V3, V4, sous-espace engendré par V3, V1, V2, V3, V4, il est aussi égal au sous-espace engendré par V1 moins V2, V2 moins V3, V3 moins V4. Donc, s'il n'y a pas de questions aussi, c'est terminé pour l'exercice 11. Alors, on s'arrête à quelle heure? 11h30. Donc, il reste quelques minutes. Alors, que dit l'exercice 12? Alors, l'exercice 12, il vous dit soit E, le sous-espace de R3, engendré par les vecteurs suivants. Donc, il est engendré par les deux vecteurs. Ça, c'est E. Donc, E, c'est le sous-espace de R3 engendré par ces vecteurs. Ensuite, F, c'est le sous-espace qui est engendré par ces deux vecteurs. On vous demande de montrer que E est égal à F. C'est le même espace finalement. Ça veut dire quoi? Ben, on a, est-ce que c'est les vecteurs, est-ce que les vecteurs qui sont là, c'est les mêmes que ceux qui sont là? Non. 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 Donc, même si j'ai deux familles avec des parties génératrices qui sont distinctes,
eh ben, si j'ai deux sous-espaces avec deux familles génératrices qui sont distinctes, ben, ça ne veut pas dire que les espaces vont être distincts. Ils peuvent être égaux. Donc, voilà, si vous voulez, voilà le but de l'exercice. Alors, page blanche. Voilà le but de l'exercice. J'ai un espace vectoriel qui est engendré par une famille génératrice G1, comme ça. Ensuite, j'ai un espace vectoriel qui est engendré par une famille génératrice G2. Avec, on a vu que G1 et G2 sont différents. Les familles génératrices sont différentes, elles sont distinctes. Et ce qu'on vous demande de montrer, c'est que E, malgré que les familles génératrices sont différentes, E est égal à F. Donc, si vous avez deux familles génératrices distinctes, eh ben, ça n'implique pas que les espaces vont être distincts. Il ne faut pas conclure qu'à partir du moment où G1 est différent de G2, alors E va être différent de F. Non. Ça n'implique pas ceci. D'accord? On peut avoir deux familles génératrices distinctes qui donnent le même espace. Donc, il ne faut pas conclure que les espaces sont différents. C'est ça le but de l'exercice. Bon, alors voilà l'exercice 12 donc. Soit E, le sous-espace engendré par les vecteurs U1 et U2. Remarquez bien que U1 et U2 sont différents de V1 et V2. Et F, donc G1, c'est l'ensemble formé par U1 et U2. Alors, il y a combien d'éléments dans G1? 2. 2. Il y a 2 éléments dans G1. Il y a combien d'éléments dans E? Beaucoup. Il y a une infinité. C'est pas parce que la partie génératrice elle a 2 éléments que le nombre d'éléments de E est égal à 2. Non. Le nombre d'éléments de E n'est pas 2. Le nombre d'éléments de E, il est infini. Parce qu'on vous a dit que E, on travaille ici dans R3. E, c'est un sous-espace de R3. Alors, comment s'équilibrent les éléments de E? C'est quoi cet ensemble? Comment s'équilibre? C'est alpha U1, ou la lambda U1, plus Gamma. gamma. Plus gamma, peu importe les scalaires, vous les appelez comme vous voulez. Avec lambda et gamma dans R. Alors, il y a combien de valeurs de alpha et de gamma? Infinity. Il y a une infinité. Et chaque fois que vous donnez des valeurs, vous obtenez un vecteur. Donc, le nombre d'éléments, il est infini. Mais, le nombre d'éléments de G, il est égal à 2. Ça, c'est clair, c'est un ensemble. Mais il ne faut pas confondre l'ensemble U1, U2 avec le sous-espace engendré par U1, U2. Là, il y a une infinité d'éléments. Alors qu'en bas, il n'y a que 2 éléments. Il ne faut pas faire la confusion. Bon, allez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous envoyer le corrigé. Vous allez le lire chez vous et puis on continue la prochaine fois. Il reste 2 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans l'exercice 11, vous dites